Bonjour à toutes et à tous. Suite à la demande de Cathy Pesti et aussi de la FNA, je vous propose une conférence à distance qui sera mise sur le site de la médiathèque et qui aurait dû être la conférence que je devais vous faire le 7 novembre dans le cycle de la littérature fantastique. Évidemment, la conférence de novembre et la conférence de décembre ont été reportées s'inédier, et afin de ne pas perdre le contact, afin de pouvoir vous offrir quand même quelque chose, une manière de succédaner, nous avons pensé que cette solution était, sinon la meilleure, en tout cas la moins mauvaise. Je vais vous proposer une conférence d'un format un peu plus réduit, 1 heure environ, tout simplement parce que l'expérience prouve que regarder une conférence sur écran demande plus d'attention et c'est plus fatigant que d'écouter quelqu'un, si j'ose dire, en présentiel, même si je déteste vraiment ce lexique du présentiel et de l'absentiel. Le programme que j'avais prévu pour la conférence du 7 novembre, c'était la seconde partie concernant la littérature de l'époque romantique, le fantastique romantique, à partir des années 1840 et suivantes, ainsi qu'un focus plus particulier sur le fantastique balzacien. Bien entendu, je ne peux pas vous distribuer, comme à l'habitude, les textes qui me servent d'appui et que nous lisons ensemble, mais comme je les avais envoyés à Cathy Pesti, ils sont disponibles sur le site de la médiathèque. Ce que j'avais prévu, c'était dans un premier temps de vous évoquer quelques textes de ce qu'on a appelé les petits romantiques, expression que je déteste également, qu'il vaut mieux appeler les romantiques frénétiques, c'est-à-dire cette génération d'écrivains, de poètes, moins connus que les grandes figures de la littérature romantique française, mais au moins tout aussi intéressants. Pourquoi les a-t-on appelés les romantiques frénétiques? Eh bien, c'est qu'ils vont commencer à produire des textes après la Révolution de juillet 1830, qui est une date charnière dans le mouvement romantique français, puisqu'à l'espérance, voire à l'exaltation, entraînée par la Révolution de juillet 1830, a succédé très très rapidement une immense déception et le sentiment pour beaucoup d'avoir été floué de leur révolution par l'arrivée au pouvoir de Louis-Philippe. Et cette production romantique frénétique va donc traduire à la fois une exaltation et une déception majeure, et convertir cette exaltation et cette déception en une véritable fascination pour l'horreur, pour l'étrange, pour le bizarre, une sorte de délectation morbide qui va jusqu'à une contemplation de la mort dans ses aspects les plus terrifiants ou les plus atroces. Et ce sont des textes qui sont évidemment extrêmement intéressants, d'autant que dans le domaine poétique, ils se sont aussi caractérisés par de remarquables innovations formelles qui sont peut-être la première grande manifestation d'une révolution de l'écriture poétique, puisque même si on dit qu'avec les méditations de Lamartine en 1820, on a la naissance de la poésie romantique, on l'a peut-être et encore de manière thématique, mais certainement pas de manière formelle, puisque la plus grande partie des poésies écrites entre 1820 et jusque 28-29 se caractérisent par ce que nous pourrions considérer comme un grand classicisme formel, par une remarquable maîtrise de la métrique, du rythme, etc.
Et peut-être que le premier recueil poétique dans lequel des innovations formelles vont apparaître de manière très significative, eh bien, c'est Les Orientales de Victor Hugo. Mais c'est 1829. Donc vous voyez qu'avec la révolution de juillet 1830, on va avoir d'une certaine façon la conjonction du bouleversement politique et du bouleversement poétique qui ne s'était pas du tout produite autour de 1820. Alors le premier auteur dont je vais vous parler, c'est Xavier Forneret, donc né en 1809, mort en 1884. Et Xavier Forneret, dont l'œuvre la plus connue aujourd'hui s'intitule L'Homme Noir, a écrit un délicieux conte fantastique qui s'intitule Le Diamant de l'Herbe, et dont on va lire ensemble le début. C'est ce qui apparaît en gras sur le texte que vous pouvez consulter sur le site de la médiathèque. Selon, je crois, des dires, le ver luisant annonce par son apparition plus ou moins lumineuse, plus ou moins renouvelée, plus ou moins près de certains endroits, plus ou moins multipliée, car toujours, selon les dires, il se meut sous l'influence de ce qui doit advenir. Le ver luisant présage ou une tempête sur mer, ou une révolution sur terre. Alors il est sombre, se rallume et s'éteint, puis un miracle, alors on le voit à peine, puis un meurtre, il est rougeâtre, puis de la neige, ses pattes deviennent noires, du froid, il est d'un vif éclat sans cesse, de la pluie, il change de place, des fêtes publiques, il frémit dans l'herbe et s'épanche en innombrables petits jets de lumière, de la grêle, il se remue par saccades, du vent, il semble s'enfoncer en terre, un beau ciel pour le lendemain, il est bleu, une belle nuit, il étoile l'herbe à peu près comme pour les fêtes publiques, seulement il ne frémit pas. Pour une enfant qui naît, le vert est blanc, enfin à l'heure où s'accomplit une étrange destinée, le vert luisant est jaune. Je ne sais jusqu'à quel point ces dires doivent être crus, mais voici, je raconte. Eh bien, je voudrais attirer votre attention justement sur cette formulation. Mais voici, je raconte. Comme si l'écrivain se retranchait derrière un folklore, derrière des légendes, derrière des on-dit, derrière une mémoire qui est passée de génération en génération, une sorte de retrait, mais qui évidemment est un faux semblant, pour mieux surprendre le lecteur, pour mieux le séduire, pour mieux éventuellement, le cas échéant, l'effrayer délicieusement. Donc, vous lirez la suite de ce Diamant sur l'herbe, qui est, je crois, un bon exemple de ces contes ou de ces récits fantastiques que l'on peut trouver chez les romantiques frénétiques. Et bien entendu, vous l'avez deviné, ce seront les changements de couleur du vert luisant qui seront en quelque sorte les présages ou les annonces de quelque chose qui va se produire. Le deuxième auteur est plus connu. Il est considéré comme un des meilleurs représentants du romantisme frénétique. Il s'agit d'Aloysius Bertrand, né en 1807, mort en 1841, dont le grand texte qui va avoir une grande importance, en particulier dans l'histoire littéraire du XIXe siècle, s'intitule Gaspard de la Nuit. Encore faut-il lire le titre complet. C'est Gaspard de la Nuit, fantaisie à la manière de Rembrandt et de Jacques Callot, qui a été publié de manière posthume. Soulignons le terme de fantaisie. Je crois avoir eu l'occasion déjà de vous parler des significations du terme fantaisie à l'époque romantique, que vous trouvez aussi bien dans la littérature que dans la musique, parfois aussi dans les arts plastiques. Et le terme de fantaisie a une signification beaucoup plus profonde et beaucoup plus large que l'acception contemporaine. La fantaisie, c'est vraiment le produit d'une imagination débordante, éventuellement délirante. En tout état de cause, la fantaisie est là pour vous surprendre, pour attirer votre attention, pour vous entraîner ailleurs, dans un monde différent.
Et fantaisie à la manière de Rembrandt et de Jacques Callot, vous voyez que Gaspard de la Nuit, selon Aloysius Bertrand, doit conjuguer les prestiges de la littérature et une sorte de métaphore picturale ou graphique. Et pourquoi est-ce que Aloysius Bertrand occupe une si grande place dans la littérature du XIXe siècle? C'est parce que c'est l'un des tout premiers grands textes du poème en prose. Le poème en prose, que Baudelaire reprendra à son compte avec le Spleen de Paris, le titre n'est pas de lui, hein, c'est un titre d'éditeur, que vous trouvez également publié sous l'appellation Petits poèmes en prose. Le poème en prose est justement l'une de ces innovations formelles qui va apparaître dans la littérature autour des années 1840. C'est très différent de la prose poétique. La prose poétique, elle est tout à fait cataloguée, répertoriée, analysée, définie dans les traités, nous dirions aujourd'hui les traités de stylistique, en particulier chez Marmontel dans de la littérature. Et en général, on assigne comme début de la prose poétique le Fénelon de Télémaque, qui est de 1699. Donc vous voyez que nous ne sommes pas du tout à l'époque romantique. Et la prose poétique, vous la retrouvez sous la plume de Chateaubriand, notamment dans Atala, notamment dans René, dans le génie du christianisme, et la suite. Non, la différence entre la prose poétique et le poème en prose, c'est que la prose poétique va évidemment jouer sur des effets de rythme et de sonorité, ce qui fait que on a tout intérêt à lire ces textes à haute voix, alors que le poème en prose va ajouter à cela une rythmique globale du texte, éventuellement en opérant une sorte d'assimilation du paragraphe à la strophe d'un poème. Il y aura des effets de répétition, des effets d'écho. Autrement dit, on doit analyser un poème en prose avec les mêmes outils que ceux que l'on utilise pour l'analyse d'un poème versifié. Donc, les poèmes en prose de Gaspard de la Nuit vont constituer une sorte de succession de tableaux, Rembrandt, Jacques Callot, mais de tableaux qui sont bien entendu d'inspiration romantique, d'esthétique romantique, mais aussi gothique et bien entendu pittoresque, avec une forte insistance sur un Moyen-Âge revisité à la manière romantique et combiné avec les visions intérieures du poète. Et Bertrand convoque tout l'arsenal du romantique fantastique ou du romantisme noir ou gothique, à la suite de Hugo, de Gautier, de Byron, de Charles Nodier. Et donc vous aurez pléthore de châteaux, de clochers gothiques, de monastères, de sylphides, de gnomes, de fées, de démons, d'alchimistes, d'aventuriers, de brigands, de vagabonds, de sabbats, de gibets, j'en passe, et des meilleurs. Et vous allez avoir aussi une vision à la fois fantastique, mais aussi ironique. Et Bertrand joue délibérément la carte de l'étrange ou d'un fantastique éventuellement distancié, comme c'est très souvent le cas dans la littérature romantique, avec une pincée de magie, un saupoudrage d'ésotérisme, et évidemment aussi une écriture qui va essayer de suggérer le clair-obscur de la peinture et de la gravure. Alors, je vous en ai mis je vous ai mis un de ces tableaux parmi les plus brefs, ils sont tous remarquables, et qui s'intitule Un rêve, bien entendu. L'importance du rêve dans la littérature romantique en général et dans la littérature fantastique en particulier est déterminante.
Et je vous l'ai également mis parce que vous pouvez faire une comparaison avec le texte précédent de Xavier Forneret. Hein, lorsque j'avais insisté sur le je raconte, hein, mais voici je raconte, eh bien vous voyez que dans un rêve, vous allez avoir la répétition de je raconte. Ainsi j'ai vu, ainsi je raconte, ainsi s'acheva le rêve, ainsi je raconte. Et ce rêve va prendre ce qui peut nous apparaître, va s'organiser autour d'une imagerie de clichés ou de lieux communs. L'abbaye aux murailles lézardées par la lune, une forêt percée de sentiers tortueux, etc. Plus évidemment des défunts, un bourreau, etc. Donc ce petit texte est un véritable petit bijou que je vous invite à contempler pour avoir une idée assez fidèle de ce qu'est ce recueil de Gaspard de la Nuit. Troisième auteur, là aussi, qui compte parmi les grands noms de la littérature frénétique, c'est Petrus Borel. 1809, vous voyez, hein, les dates de naissance de Borel, de Forneret, de Bertrand, ils sont tous de la même génération. Hein. 1809-1859. Et là, Petrus Borel a adapté un texte de Washington Irving, donc un auteur américain, mais qui raconte une histoire allemande, l'aventure d'un étudiant allemand, publié en 1824, et la version qu'en donne Petrus Borel s'intitule Gottfried Wolfgang de 1843. Alors là, le texte est très très long, mais j'ai tenu à vous le mettre dans sa quasi-intégralité, en attirant votre attention sur la fin, avec l'horreur, hein. Horreur, horreur, s'écrie-t-il dans un accès enrayant de délire. Oh, je le vois bien, le mauvais génie a pris possession de moi, je suis perdu pour toujours. Mon ennemi a ranimé ce cadavre pour me tendre le piège cruel dans lequel je suis tombé. Affreuse déception. L'invraisemblance de cette aventure, dont quelques détails ont dû choquer sans doute l'esprit rigoureux de certains lecteurs, faut-il insister sur l'ironie, c'est une constante dans la littérature romantique, que cette ironie en particulier dans la littérature fantastique, s'expliquera d'une manière toute naturelle lorsque nous aurons dit que Gottfried Wolfgang, quelque temps après cette vision qu'il se plaisait souvent à raconter, mourut pensionnaire dans une maison de fous. Pirouette finale. Sommes-nous dans un récit fantastique? Sommes-nous tout simplement dans le récit d'un délire, d'une personne devenue folle? Il s'agit de rester dans l'indécidable. Dans le doute, vous êtes dans une des conventions du fantastique romantique dont nous avons déjà eu l'occasion de parler. Alors quittons les romantiques frénétiques, un peu à regret, j'aurais aimé pouvoir vous faire toute une séance consacrée uniquement à ces auteurs de la génération 30-40, car ils sont vraiment, ils gagnent vraiment à être connus. J'aurais voulu pouvoir vous parler de Rabe, j'aurais voulu pouvoir vous parler de Lassailly, j'aurais voulu pouvoir vous parler de Philothée Onédi. Alors Philothée Onédi, il s'appelait Théophile Dondé, et il a fait l'anagramme de son véritable nom pour Philothée Onédi, hein, ce qui nous renvoie à la littérature celtique irlandaise. Et passons à un des auteurs les plus prolifiques du XIXe siècle, Alexandre Dumas. Et on aurait bien été surpris si Dumas n'avait pas également donné dans le fantastique. C'est tout à fait clair. Alexandre Dumas, l'éventail de la production dumasienne recouvre à peu près la totalité de l'éventail de la production romantique, que ce soit le drame romantique, que ce soit le roman historique, que ce soit le roman de Capet d'Épée, dont on peut dire qu'il est l'inventeur, que ce soit dans les textes, les récits de voyage, etc., etc. Alors ici, un des textes fantastiques les plus connus d'Alexandre Dumas, c'est La femme au collier de velours, que vous trouverez fréquemment dans les éditions courantes, dans les éditions de poche,
couplé avec les 1001 fantômes, hein, un recueil de nouvelles et de contes fantastiques de Dumas, les 1001 fantômes. J'aurais pu choisir un des contes des 1001 fantômes, mais j'ai préféré La femme au collier de velours, qui a été publié séparément, qui ne fait pas partie du recueil des 1001 fantômes, mais que pour des raisons de commodité éditoriale, en général, on met à la suite. Et le clin d'œil d'Alexandre Dumas, à la fin du premier chapitre, Dumas dit que c'est Nodier qui lui a raconté cette histoire et que on va se trouver évidemment dans un mixte indécidable entre réel et fiction. Et le héros du roman, c'est tout simplement Hoffmann, le grand auteur du fantastique allemand, que Dumas va se plaire à mettre en scène. Et c'est donc l'histoire supposée d'Hoffmann à Mannheim qui va se trouver ici rapportée. C'est évidemment une histoire à la fois de passion amoureuse, mais aussi une histoire située historiquement sous la Révolution française. Et à la fin, Hoffmann va se réveiller aux côtés du cadavre d'une jeune femme. Et autour du cou du cadavre de cette jeune femme, il y a un collier de velours avec un fermoir en argent. Et lorsque on voit ce collier de velours, évidemment, qu'est-ce que ça évoque? Ça va évoquer le couperet de la guillotine. Et là, vous allez avoir exactement la même fin que celle que vous aviez dans le récit précédent. C'est-à-dire, est-ce que tout ça n'est pas une histoire folle racontée par un fou, ou qui est arrivé à un fou? C'est aussi pour ça que je vous ai groupé les textes de cette manière-là. Et regardez les trois dernières lignes, hein, je vous invite à lire l'extrait par vous-même. Eh bien alors, dit le docteur, faites avancer un fiacre afin que je le reconduise, donc le personnage d'Hoffmann. Où cela, cria Hoffmann, où voulez-vous me reconduire? Où, dit le docteur, à la maison des fous, dont vous vous êtes échappé, mon bon ami. J'en viens maintenant à un des auteurs clés du romantisme français, qui est Gérard de Nerval, né en 1808. Vous voyez que nous sommes toujours dans le même, dans le même créneau chronologique, mort en 1855. Et Gérard de Nerval, dont j'avais déjà eu l'occasion de citer des textes lors de la première séance consacrée au fantastique romantique, évidemment Gérard de Nerval va donner une nouvelle grandeur, en même temps qu'une nouvelle profondeur au fantastique, avec Aurélia, sous-titré, et le sous-titre est plus important peut-être que le titre, Le rêve et la vie, qui a été publié de manière posthume en 1855. Et comme vous le savez, Aurélia est en partie le résultat d'une thérapie que le docteur Blanche avait conseillé à Gérard de Nerval, qui avait été pensionnaire dans sa clinique d'aliénés, en lui disant: mais vous devriez mettre par écrit ce dont vous me parlez, vous devriez transcrire vos rêves ou vos visions, et cela va donner Aurélia. Aurélia, qui est un des plus grands textes de la littérature du XIXe siècle, que peut-être je place abusivement dans la catégorie du fantastique. Pourquoi? Parce que si le rêve est un des ingrédients les plus fréquents dans la littérature fantastique, ici, le rêve est présenté par Nerval comme étant une autre vie, une autre façon de vivre, peut-être une vie supérieure,
une vie plus riche, plus dense, qui ouvre sur des perspectives que l'on n'a pas dans la vie courante, dans la vie ordinaire. Autrement dit, nous sommes dans une sorte de dépassement des limites de la vie pour aller vers sur le territoire de l'imagination ou de la création par l'esprit ou de la rencontre avec un monde inconnu ou inaccessible que seule la voie du rêve permet de rencontrer. Et peut-être alors, pour Nerval, ne vaut-il la peine de vivre que pour cet onirisme qui détiendrait une vérité, qui permettrait d'accéder à une vérité supérieure. Ainsi, le début d'Aurélia donne peut-être la clé du livre, à coup sûr donne la clé de ce qu'est le fantastique nervalien. Le rêve est une seconde vie. Je n'ai pu percer sans frémir ces portes d'ivoire ou de corne qui nous séparent du monde invisible. Les premiers instants du sommeil sont l'image de la mort. Un engourdissement nébuleux saisit notre pensée, et nous ne pouvons déterminer l'instant précis où le moi, sous une autre forme, continue l'œuvre de l'existence. C'est un souterrain vague qui s'éclaire peu à peu, et où se dégagent de l'ombre et de la nuit les pâles figures gravement immobiles qui habitent le séjour des limbes. Puis le tableau se forme, une clarté nouvelle illumine et fait jouer ces apparitions bizarres, le monde des esprits s'ouvre pour nous. Un des plus beaux débuts d'œuvres littéraires du XIXe siècle. Et vous voyez, le terme de fantastique ne convient pas exactement. Nous sommes ailleurs, nous sommes dans un autre domaine, qui est celui de la possibilité de comprendre une vérité supérieure. Supérieure dans les deux sens du terme. Supérieure parce qu'elle se situe dans un au-delà, au-dessus de nous, et supérieure parce qu'elle est une vérité plus profonde, une vérité plus complète, une vérité qui vous permet d'accéder au sens avec un S majuscule. Et lisons le paragraphe que je vous ai mis en gras et qui termine cet extrait, qui est le début d'Aurélia. Si je ne pensais que la mission d'un écrivain est d'analyser sincèrement ce qu'il éprouve dans les graves circonstances de la vie, et si je ne me proposais un but que je crois utile, je m'arrêterais ici, et je n'essaierai pas de décrire ce que j'éprouvais ensuite dans une série de visions insensées peut-être, ou vulgairement maladives. Étendu sur un lit de camp, je crus voir le ciel se dévoiler et s'ouvrir en mille aspects de magnificence inouïe. Le destin de l'âme délivrée semblait se révéler à moi, comme pour me donner le regret d'avoir voulu reprendre pied de toutes les forces de mon esprit sur la terre que j'allais quitter. D'immenses cercles se traçaient dans l'infini, comme les orbes que forme l'eau troublée par la chute d'un corps. Chaque région peuplée de figures radieuses se colorait, se mouvait et se fondait tour à tour, et une divinité, toujours la même, rejetait en souriant les masques furtifs de ces diverses incarnations et se réfugiait enfin insaisissable dans les mystiques splendeurs du ciel d'Asie. Comment mieux dire que Nerval, cette perspective ainsi ouverte d'une immensité lumineuse dans laquelle le sens ultime, peut-être, va se révéler. On est dans une expérience mystique, mais n'est-ce que le délire d'un fou?
N'est-ce que le dérangement mental? Allez savoir. Mais au fond, est-ce vraiment important? Après Nerval, revenons à Théophile Gautier, que j'avais largement évoqué lors de la conférence précédente sur le romantisme fantastique, puisque Théophile Gautier est certainement l'un des auteurs les plus prolifiques en matière de fantastique dans la littérature française. J'avais insisté, vous vous en souvenez, sur l'ironie, l'humour de Théophile Gautier dans les histoires, dans les contes fantastiques qu'il écrit. Eh bien, vous allez le retrouver dans Spirit, 1865. Alors nous nous éloignons un petit peu des années 1840, mais nous sommes tout à fait dans l'esprit des années 30-40. Et où le narrateur raconte que, invité à prendre le thé chez une dame, une jeune veuve dont il est, entre guillemets, médiocrement amoureux, il décide de lui écrire un billet d'excuse car il n'a pas tellement envie de s'y rendre. Et à sa grande surprise, eh bien, c'est sa main qui semble prendre le pouvoir sur lui et qui va écrire la lettre. Et un soupir venu de nulle part, un souffle à son oreille, va le faire entrer dans le monde du spiritisme. Et je lis simplement la fin de cet extrait. Il s'habilla rageusement, et comme il allait sortir de sa chambre, il crut entendre un soupir, mais si faible, si léger, si aérien, qu'il fallait le profond silence de la nuit pour que l'oreille pût le saisir. Ce soupir arrêta Maliver sur le seuil de son cabinet et lui causa cette impression que le surnaturel fait éprouver aux plus braves. Il n'y avait rien de bien effrayant dans cette note vague, inarticulée et plaintive. Et cependant, Guy en fut plus troublé qu'il n'osait se l'avouer à lui-même. Voilà pour un très rapide parcours d'une production romantique sur plus d'une vingtaine d'années, dont en réalité le but était soit de vous faire découvrir le nom de quelques auteurs, soit vous inciter à relire certains textes bien connus, mais aussi pour insister sur la fécondité de la thématique fantastique dans la production littéraire romantique. De manière plus générale, nous avons eu l'occasion de voir que le fantastique, en tant que genre littéraire, était à la fois une conséquence de toute une série de bouleversements éprouvés plus ou moins douloureusement par les écrivains du XIXe siècle, et une sorte de réponse littéraire à ces bouleversements, par l'énoncé de nouvelles interrogations, par la tentative d'ouverture sur autre chose, sur ailleurs, une sorte de manifestation de la volonté de comprendre, d'interpréter, de signifier combien l'individu est peut-être trop limité dans sa vie quotidienne, qu'il aspire plus ou moins secrètement à autre chose, et que cette autre chose peut lui être offerte par la littérature. Le fantastique serait alors une permanente réponse apportée à des questions peut-être insolubles, mais que le simple fait de les poser apporte une sorte de, non pas de satisfaction, mais de réconfort devant les possibilités, apportées par les possibilités de l'imagination et du rêve. Si j'osais, je dirais que le fantastique, pour les romantiques, c'est une vie augmentée. On parle aujourd'hui de vie augmentée pour l'humanité, allez savoir. En tout cas, cet accroissement
de la force vitale, cet élargissement de la pensée, cette magnification apportée à l'imagination me paraît être un des éléments déterminants pour comprendre ce qu'a été l'ambition, ce qu'a été le rêve, ce qu'a été la tentative ou la tentation romantique d'une littérature qui engloberait, dans la diversité de sa production, eh bien qui engloberait sinon la totalité, en tout cas la plus grande partie possible des interrogations que l'humanité se pose sur son passé, sur son état présent et sur son avenir. Je voudrais maintenant m'appesantir un peu sur le fantastique balzacien. Parce que chez Balzac, vous allez avoir d'un côté, eh bien, tout simplement une production de textes fantastiques, je dirais, conforme à ce qu'est je dirais, comment dire, les habitudes instaurées dans la littérature fantastique dès le milieu des années 1820. Autrement dit, un Balzac bien, qui reprendrait à son compte toute une série de thèmes, toute une série de formulations, toute une série, à la limite, de tics du fantastique romantique. Mais Balzac va apporter au fantastique une dimension tout à fait particulière, qui est peut-être une des plus intéressantes. C'est ce qu'on pourrait appeler le réalisme fantastique ou le fantastique critique. Autrement dit, comment rendre compte de l'histoire moderne, de la société moderne, des rapports entre les individus dans la société moderne, par le biais, par le moyen, par l'artifice d'un procédé fantastique. Alors, le fantastique, je vais dire classique, entendez par là le fantastique tel que les autres auteurs contemporains de Balzac le pratiquent, vous le retrouvez sous sa plume, par exemple, dans L'Élixir de longue vie, publié en 1830, dont je vous ai mis un résumé assez important et dont je vous ai donné un extrait. Vous le retrouverez également dans d'autres textes qui sont dans Adieu de 1830, dans Le Réquisitionnaire en 31. Vous trouverez également des aspects fantastiques dans un ouvrage dont le titre semble ne pas beaucoup, même si l'héroïne en question croyait beaucoup à l'alchimie, et au devin, Catherine de Médicis, donc sur Catherine de Médicis, qui comprend 3 parties. Et dans la 3e partie, Les Deux Rêves, on a quelque chose de tout à fait séduisant, c'est-à-dire une rencontre entre 2 personnages dans un salon, hein, entre 2 personnages à la fin du XVIIIe siècle qui ne se connaissent ni d'Ève ni d'Adam, et dont on s'aperçoit que l'un est Marat et l'autre est Robespierre, et qui en quelque sorte sont là comme l'annonce de la révolution à venir. Vous trouverez également du fantastique dans la nouvelle Sarrasine, hein, qui est une reprise du thème de Pygmalion par Balzac. Vous le trouverez également dans le chef-d'œuvre inconnu, hein, de 1831, dans lequel le peintre Freinhofer va entreprendre ce qu'il croit être l'œuvre de sa vie, la peinture sublime par excellence, le tableau qui vaut tous les tableaux du monde. Et pris dans ce délire de la création picturale, Freinhofer croit voir dans son tableau la réalisation de ce chef-d'œuvre absolu, et invitant des amis peintres à contempler cette toile dont il leur décrit à la fois le travail que cela lui a coûté et ce que cela représente, eh bien, les peintres se regardent
navré et constate que le tableau est absolument illisible. C'est un embrouillamini de lignes, de couleurs, dans lesquelles seul Frenofer voit ce qu'il voulait faire, à l'exception d'un pied merveilleusement réussi, fragment de ce qui aurait pu être. Et là, le fantastique, si vous voulez, est lié chez Balzac au processus de la folie de la création, de la folie de l'invention, de la dérive de la volonté, hein, grand thème balzacien, que vous retrouverez également dans un autre roman qui s'intitule La recherche de l'absolu. Donc je pourrais consacrer beaucoup de temps à toutes ces œuvres, elles en valent vraiment la peine. Mais ce sur quoi je voudrais véritablement insister à cette occasion, eh bien, c'est le grand roman fantastique balzacien qui est La peau de chagrin. Pourquoi La peau de chagrin? Tout simplement parce que La peau de chagrin, c'est l'apport principal, me semble-t-il, de Balzac au fantastique du XIXe siècle. Pourquoi est-ce que c'est un apport? Pourquoi est-ce que c'est quelque chose de véritablement original? C'est parce que l'intrigue de La peau de chagrin, autrement dit, un jeune homme qui vient de perdre tout son argent, qui a jeté sa dernière pièce sur une table de jeu et qui, désespéré, se rend sur les berges de la Seine tout simplement pour se jeter à l'eau. Mais avant de se jeter à l'eau, il aperçoit la boutique d'un antiquaire. Il rentre, et là, l'antiquaire, personnage mystérieux, va lui montrer une peau de chagrin en lui disant que cette peau a des capacités extraordinaires, qu'elle est capable de réaliser tous ses désirs, que sur cette peau repose son destin, et que à chaque fois qu'il souhaitera quelque chose, à chaque fois qu'il émettra, qu'il prononcera un désir, qu'il formulera un désir, la peau se rétrécira. C'est l'origine de l'expression se rétrécir comme une peau de chagrin, hein, qui vient de ce roman. Et bien entendu, le personnage, Raphaël de Valentin, va céder à cette tentation. Il va connaître tous les bonheurs, il va avoir la richesse, il va pouvoir réussir dans la société, il va rencontrer une femme extraordinairement séduisante, mais au fur et à mesure que tous ses désirs se réalisent, la peau de chagrin se réduit, rétrécit de plus en plus, jusqu'à ne plus avoir que la superficie d'une feuille morte au creux de sa main. Il voudra alors réprimer en lui tous les désirs, il voudra vivre d'une vie végétative, ne plus penser, car même la moindre pensée, dès lors qu'elle pourrait formuler une volonté, eh bien, agirait sur la peau. Et cet objet fantastique, cette peau de chagrin, vous l'avez compris, symbolise la contradiction fondamentale de l'individu entre vouloir vivre, pouvoir vivre, entre désirer, obtenir, mais également avoir son énergie individuelle qui se réduit. Autrement dit, on est au cœur de la contradiction même de la condition humaine. Donc La peau de chagrin est un roman philosophique, également un roman politique, puisque tout cela se situe très exactement au lendemain
de la Révolution de juillet 1830. Et cette philosophie et cette réflexion politique est rendue possible par l'artifice du procédé fantastique, par cette peau de chagrin. Et la clé du roman vous est donnée dans la conversation que Raphaël de Valentin a avec l'antiquaire au début du roman, dans la première partie qui s'intitule Le Talisman. Et voilà ce que lui dit l'antiquaire. Je vais vous révéler en peu de mots un grand mystère de la vie humaine. L'homme s'épuise par deux actes instinctivement accomplis qui tarissent les sources de son existence. Deux verbes expriment toutes les formes que prennent ces deux causes de mort, vouloir et pouvoir. Entre ces deux termes de l'action humaine, il est une autre formule dont s'emparent les sages, et je lui dois le bonheur et ma longévité. Vouloir nous brûle et pouvoir nous détruit. Mais savoir laisse notre faible organisation dans un perpétuel état de calme. Ainsi, le désir ou le vouloir est mort en moi, tué par la pensée, le mouvement ou le pouvoir s'est résolu par le jeu naturel de mes organes. Et voilà pourquoi l'antiquaire est un vieillard qui a traversé les époques, qui a survécu, qui s'est cantonné volontairement dans le cercle de la réflexion, sans vouloir agir si peu que ce soit dans la société, sans vouloir désirer quoi que ce soit. Ceci, dit-il d'une voix éclatante en montrant la peau de chagrin, est le pouvoir et le vouloir réunis. Là sont vos idées sociales, vos désirs excessifs, vos intempérances, vos joies qui tuent, vos douleurs qui font trop vivre. Car le mal n'est peut-être qu'un violent plaisir. Qui pourrait déterminer le point où la volupté devient un mal et celui où le mal est encore la volupté? Les plus vives lumières du monde idéal ne caressent-elles pas la vue, tandis que les plus douces ténèbres du monde physique la blessent toujours? Le mot de sagesse ne vient-il pas de savoir? Et qu'est-ce que la folie, sinon l'excès d'un vouloir ou d'un pouvoir? Eh bien oui, je veux vivre avec excès, dit l'inconnu. C'est Raphaël de Valentin, en saisissant la peau de chagrin. Il vient de signer son destin mortel. Donc la peau de chagrin est le premier grand roman balzacien, j'entends par là le premier roman de Balzac dans lequel une interprétation globale de la société contemporaine, celle qui est contemporaine de Balzac, issue de la Révolution française, est en quelque sorte interprétée. Et toute la comédie humaine va être, d'une certaine façon, l'amplification de cette thématique de la peau de chagrin, la contradiction intime de l'individu dans la société moderne, qui ne cesse de vouloir, qui ne cesse de chercher le pouvoir, et qui par là même meurt lentement, s'use, comme si vivre n'était pas autre chose que mourir lentement. Et que cette vie moderne, prodigieusement accélérée par les soubresauts de l'histoire, que cette vie du monde moderne, née de la Révolution, n'était pas autre chose qu'une folle frénésie dans laquelle les individus sont emportés. Et que seuls peuvent comprendre, eh bien justement, les savants, les sages, et surtout, les romanciers. Eh bien Balzac va reprendre d'une certaine façon ce thème de la peau de chagrin, roman extrêmement célèbre,
Mais dans un autre roman, beaucoup moins connu, 5 ans après, Melmoth réconcilié, publié en 1835. Balzac semble ici s'inscrire dans la mouvance d'un fantastique gothique, d'une certaine façon une des origines du fantastique. Vous savez, vous avez parlé du roman noir, du roman gothique venu d'Angleterre, qui est un roman de Charles Mathurin, né en 1782, mort en 1824, dont le titre anglais est Melmoth the Wanderer, et le titre français, traduction exacte, Melmoth ou L'homme errant. Pardonnez-moi. Donc ce roman gothique met en scène des personnages de la famille Melmoth en Irlande. Le jeune Melmoth, à la mort de son oncle, apprend à connaître un de ses aïeuls au passé particulièrement trouble. Et la seule requête de l'oncle est de faire jurer à ce jeune Melmoth de détruire le portrait de cet ancêtre. Or, celui-ci est toujours vivant, et peu à peu, le récit va éclairer son étrange et effrayante destinée. Donc voilà ce qui se passe dans le roman Melmoth ou L'homme errant, que Balzac connaît évidemment, et Balzac va transposer le personnage de Melmoth dans l'époque contemporaine, et ce Melmoth se rend dans la banque Nucingen. Vous connaissez le banquier Nucingen, l'époux de Delphine de Nucingen, la fille du père Goriot, le banquier que vous trouvez mis en scène dans la maison Nucingen, et le banquier qui éprouve un désir fou pour la courtisane dans Splendeur et misère des courtisanes, dans Esther von Gobseck, désir que va exploiter Vautrin au bénéfice supposé de Lucien de Rubempré, etc., etc. Autrement dit, le banquier Nucingen est un personnage de banquier reparaissant, et donc Melmoth entre dans la banque Nucingen au moment où le caissier de la banque, qui s'appelle Castagnier, qui est presque ruiné par sa maîtresse Aquilina. Or, Aquilina, c'est le nom d'une courtisane dont Raphaël de Valentin fait connaissance dans La peau de chagrin, s'apprête à détourner une grosse somme à des fins personnelles. Et là, Melmoth va proposer à Castagnier un marché. Il lui achète son âme, et il lui donne un second rendez-vous où il va lui livrer le secret qui lui pèse, c'est-à-dire la puissance qu'il a obtenue en faisant un pacte avec le diable, puissance transmissible pendant 150 ans si quelqu'un reprend le pacte à son compte. Autrement dit, c'est une transaction. Nous sommes dans une banque, n'est-ce pas? Donc Melmoth veut retrouver la paix de l'esprit et se débarrasser de ce fardeau devenu insupportable auprès de Castagnier, qui évidemment est ravi dans un premier temps de pouvoir en user à loisir, cela peut régler tous ses problèmes, mais bientôt, lui-même va être lassé par les dons surnaturels dont il vient d'hériter, et il va chercher à son tour à se débarrasser du pacte satanique. Pour cela, il doit trouver un remplaçant qu'il va chercher parmi les boursicoteurs. Le pacte va ainsi passer de main en main, et au fur et à mesure qu'il passe de main en main, il perd un peu de son pouvoir. Melmoth meurt, étant redevenu un homme normal, réconcilié avec lui-même, et surtout réconcilié avec Dieu, et c'est un clerc de notaire qui va être le dernier récipiendaire de ce fameux pacte satanique. Alors vous voyez ici tout l'humour balzacien qui consiste à déplacer cette histoire fantastique d'un pacte satanique
qui ressemble un peu au pacte faustien, dans l'époque moderne et surtout dans le monde de l'argent, dans le monde de la banque, dans le monde de la transaction financière. Comme si il y avait, justement dans la circulation de l'argent, quelque chose de satanique. Comme si le monde moderne, dans son matérialisme le plus sordide, pouvait être interprété comme l'exercice permanent d'un pacte diabolique. Et ce dernier clerc de notaire qui hérite de ce pacte est évidemment, étant un clerc de notaire, il est du côté de l'enregistrement par les minutes notariées de tout ce qui est transfert de propriété, héritage, partage, etc. L'étude de notaire chez Balzac, c'est l'antre dans lequel se trouvent rassemblés tous les secrets des familles, là où se trouvent écrits de manière minutieuse, puisqu'il s'agit de minutes notariales, la circulation et la transmission de la propriété et de l'argent. Relisez le début du colonel Chabert, dans lequel Balzac vous donne une sorte à la fois de description d'une étude de notaire, mais de cette étude de notaire, il passe immédiatement à un tableau de la société contemporaine. Et donc ce pacte satanique, cette circulation du pacte satanique, eh bien, fait aussi penser à la peau de chagrin. Dans la peau de chagrin, Raphaël de Valentin se trouve être victime de ce que la peau de chagrin a rendu possible. Raphaël de Valentin se trouve être réduit lui-même à une vie végétative s'il veut essayer de survivre. Mais survivre dans ces conditions, ce n'est plus vivre. De la même manière que les personnages qui héritent successivement du pacte satanique, eh bien, se rendent assez vite compte que ce pacte est un pacte mortel. En d'autres termes, le fantastique chez Balzac est un moyen commode et séduisant de proposer au lecteur une analyse de la société contemporaine. Voilà pourquoi on peut dire que le fantastique chez Balzac est un artifice du réalisme critique, que le fantastique est un outil et nullement une fin en soi, que le fantastique ne va pas laisser le lecteur uniquement sur une impression de réponse incomplète ou d'absence de réponse à un questionnement, parce que le lecteur aura compris que ce qui lui a été exposé par les voies du fantastique, c'est le monde dans lequel il vit. Mais d'un autre côté, le fantastique en soi est peut-être aussi une image déformée, difficilement lisible du monde dans lequel on vit. Le fantastique, c'est une déchirure dans les apparences du réel qui permet d'accéder, peut-être, à une vérité, qui permet d'accéder, éventuellement, à une signification supérieure. Ici, chez Balzac, le fantastique sert manifestement à dévoiler, à faire comprendre, en même temps qu'à plaire, à séduire, ce qui est aussi la fonction du fantastique de manière plus générale. Je vous remercie. Peut-être
Devrais-je vous proposer une autre conférence de cette manière, si jamais nous sommes encore empêchés de nous retrouver dans une salle, si je ne peux pas avoir le grand plaisir de vous voir véritablement, de pouvoir plaisanter avec vous, de pouvoir m'étendre plus que je ne le fais ici. Vous avez une superbe vue de mon bureau derrière. Bon, bah, ça, vous voyez que je suis installé confortablement, mais je préférerais de très loin être installé encore plus confortablement avec vous. À bientôt!